Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons faire une étude assez générale et globale sur l'établissement et la rupture du courant dans un circuit inductif RL. C'est un exercice qui est assez complet, qui récapitule plus ou moins les notions vues dans le cours du dipôle RL et je vous invite à suivre la correction de manière attentive. Voici l'énoncé du sujet. Établissement et rupture du courant dans un circuit inductif. On réalise le circuit électrique suivant avec les composants de valeur R égale à 500 ohms, R' égale à 100 ohms et petit r égale à 10 ohms. On relève l'intensité du courant à l'aide d'un dispositif informatique afin d'obtenir des graphes représentant l'intensité I en fonction du temps au cours de l'établissement et de la rupture du courant. La date origine t égale à 0 correspond à la fermeture de l'interrupteur K, interrupteur qui se situe à ce niveau, voilà, pour l'un, et à l'ouverture de K pour l'autre. Bien, donc nous avons deux graphiques, hein. Nous avons ces deux graphiques-là. Sur un graphique, on voit que l'intensité augmente en fonction du temps, et sur l'autre, que l'intensité décroît en fonction du temps. Question 1. Indiquer à quelle courbe correspondent respectivement l'établissement et la rupture du courant. Eh bien, l'établissement correspond donc à la fermeture de l'interrupteur K et donc à l'augmentation du courant en fonction du temps puisque le circuit vient d'être fermé. Donc, l'établissement du courant correspond à la courbe 1, voilà. Puis la rupture du courant et l'autre, elle correspond à la courbe 2. Justifier la présence de la diode dite de roue libre. Bien, eh bien, la diode, en fait, elle est dite de roue libre, empêche le courant de passer dans la résistance R'. Donc, la diode empêche le courant de passer dans la diode lorsque l'interrupteur K est fermé. Ce qui n'est pas le cas, je rappelle, hein, lorsque l'interrupteur est ouvert. Mais aussi, le terme de roue libre, en fait, est un terme qui nous fait référence au fait que la diode évite une étincelle de rupture lors de l'ouverture du circuit. Voilà. Question 3. Donner en fonction des caractéristiques du circuit l'expression de l'intensité I juste avant l'ouverture de K, puis en déduire sa valeur I0, voilà, juste après la fermeture de K. Donc, juste avant l'ouverture de K, virgule, l'intensité atteint en réalité sa forme asymptotique. Et donc, son expression est de point, je cite, I est égal à E sur R plus petit r. Comme je l'avais dit en réalité, lorsque l'interrupteur en fait K est fermé, eh bien le courant ne passe pas par la résistance R'. Donc R' n'intervient pas dans la formule de I. Donc c'est le générateur, donc c'est la tension génératrice divisée par le total des
des courants. Bien sûr, ça vient de la loi d'additivité, hein. Loi d'additivité, que j'ai appliqué, notamment E est égal à petit r I plus grand R I, tout simplement. Et maintenant, on demande de déduire sa valeur I0 juste après la fermeture du circuit. Donc, juste après la fermeture de l'interrupteur K, virgule, eh bien, I0 plus, c'est tout simplement, voilà, la même valeur. Ça fait E sur grand R plus petit r. Et donc, nous allons calculer cette valeur. E, nous avons 12 volts divisé par grand R. Grand R qui fait 500 et petit r qui fait 10. 500 plus 10. Ce qui veut dire que I0 plus... Je prends ma calculatrice et j'obtiens 0,0235 ampères ou encore 23,5 milliampères. Bien. Question 4. Établir que l'intensité du courant dans la bobine obéit à l'équation différentielle que voici. Équation différentielle de l'intensité du courant dans la bobine. Dans la bobine. Donc cette fois-ci, nous allons également appliquer la loi d'additivité des tensions, loi d'additivité des tensions. Bien, afin d'appliquer la loi d'additivité, il faut remarquer que quoi, l'on demande d'établir que l'intensité du courant dans la bobine obéit à l'équation différentielle suivante, dI sur dt plus I sur taux égale à 0, et d'exprimer taux en fonction de grand L, petit r et petit, non, de grand L, grand R prime et petit r. C'est-à-dire que nous nous retrouvons dans ce circuit en réalité, et c'est que l'interrupteur en réalité a été ouvert. Donc ça, c'est l'ouverture de l'interrupteur. C'est-à-dire que le schéma que nous allons considérer, ou bien la maille que nous allons considérer pour la loi d'activité de tension, c'est la maille constituée par les éléments suivants. Voilà. Donc nous avons petit r ici, nous avons grand R prime là. Nous avons la bobine avec le courant qui passe comme ça dans le circuit. Eh bien, c'est le schéma que nous allons considérer. Ce qui nous permet donc d'écrire qu'en réalité, en plaçant les points suivants A, B, C et D, eh bien que UDC, donc UDC en réalité va être dirigé dans ce sens-là. UDC, voilà, ça c'est UDC. Puis nous avons ici UAB qui va être dirigé dans ce sens. Voilà, UAB. Donc UDC plus UAB en réalité est égal à 0. Ça, c'est la loi d'activité de tension appliquée au circuit. UDC, c'est la tension borne de la résistance grand R prime. Ça nous fait donc grand R prime I. Plus la tension aux bornes de la bobine, donc LDI sur DT. Plus la tension aux bornes de la résistance petit r plus RI. C'est tout cela qui fait UAB. Ici, nous avons UDC. Donc, tout ça, c'est égal à 0. Ça nous permet donc d'écrire que LDI sur DT plus grand R plus petit r I égale à 0. En divisant le tout par L, nous avons donc DI sur DT plus R prime plus petit r tout sur grand R I est égal à 0. En posant taux qui est égal à grand L sur grand R prime plus petit r,
eh bien, nous avons DI sur DT plus I sur taux est égal à 0. C'est ce qu'il fallait démontrer. Et voici également l'expression de la constante taux. CQFD. Bien. 5a, vérifier que I de t égale à A exponentielle moins t sur taux est solution de l'équation différentielle. Bien. 5. Vérifions que I de t qui est égal à A exponentielle moins t sur taux est solution de l'équation que je vais appeler, pardon, 1, une de l'équation différentielle 1. Pour cela, il nous suffit de calculer DI sur DT, hein, tout simplement. On fait donc moins A sur taux exponentielle moins T sur taux. Et donc, en remplaçant tout ça dans, dans 1, nous obtenons moins A sur taux exponentielle moins T sur taux plus 1 sur taux fois I qui fait A exponentielle moins T sur taux. Et il nous faut voir si ce calcul est égal à 0. Ça nous fait donc moins A sur taux exponentielle moins T sur taux plus A sur taux exponentielle moins T sur taux, qui est en effet égal à 0 parce que les termes sont opposés. Donc, I de t qui est égal à A exponentielle moins T sur taux est solution de 1, tout simplement. Question 5b. Calculer la valeur de A et exprimer I de t. Valeur de A. Question 5b. Donc, AT égale à 0. Nous avons quoi? I de 0 plus que nous avions déjà calculé. Hein, voilà. Donc, I de 0 plus qui est égal à E sur grand R plus petit r. Ça, c'est la valeur avec laquelle nous partons. Ça veut dire que en remplaçant t par 0 dans la solution, nous avons A voilà, est égal à E sur grand R plus petit r. Tout ça vient du fait que nous avons déjà calculé I de 0. Donc, I juste après l'ouverture du circuit. Très bien. Question suivante. Donc, il me demande de réécrire I de t. Ça, on va le réécrire. Donc, I de t, c'est A. Donc, ça fait E sur grand R plus petit r exponentielle de moins t sur taux. Sur taux. Voilà. Bien. Question suivante, c'est 6. Déduire de l'expression de I de t l'allure de la courbe de ces variations et comparer à la courbe expérimentale. Bien. 6. Donc, allure de I de t. C'est simple. Hein? I de 0, c'est E sur grand R plus petit r qui est égal à 23,5 mA. Et I de plus l'infini, donc lorsque t tend vers plus l'infini, ça me donne tout simplement 0. Ça veut dire que si nous prenons le repère I de t et t, eh bien nous aurons une courbe qui est décroissante vers 0. Avec ici notre valeur E sur grand R plus petit r. Eh bien, si l'on doit comparer cette courbe aux deux courbes qui sont proposées par le graphique, eh bien, ça correspond à la courbe 2. Donc, l'allure de I correspond à la courbe expérimentale 2. Correspond à la courbe 2. Voilà, c'est ce qu'il fallait retrouver en réalité. Question 7a. Eh bien, l'on nous demande de rappeler l'unité de taux et quel est le nom de cette grandeur. Taux est en seconde, hein, bien sûr, c'est une constante de temps, est en seconde. Et son nom, c'est quoi? C'est la constante de temps. Constante
de temps. Bien. 7b, allons lire la question. Déterminer graphiquement et par deux méthodes distinctes la valeur de taux. Très bien. Alors, on constate que c'est la courbe 2 qui correspond à notre expression de l'intensité. C'est donc la courbe 2 que nous allons considérer dans la question 7b. Donc, la première méthode que nous allons appliquer, ça sera la méthode graphique. Donc, c'est la plus simple, hein, il n'y a pas de calcul à réaliser. Donc, la toute première méthode, c'est méthode graphique. Et donc, nous allons tout faire sur le graphique. Et ensuite, nous verrons une autre méthode qui est pseudo-graphique avec une partie de calcul. Donc, pour ça, on trace la tangente à la courbe. Donc, on trace deux tangentes. Hein. Donc, deux tangentes à la courbe. À la courbe 2 en t égale à 0 et t égale à plus infini. Voilà, donc t qui tend vers plus infini. Allons donc faire ça. Et c'est le point de croisement de ces deux tangentes qui consistera... Non, c'est l'abscisse du point d'intersection de ces deux tangentes qui est la constante de temps. Faisons donc cela. Nous allons tracer une première tangente à la courbe en t égale à 0. Oh, j'ai pris un trait qui est trop gros. Je vais diminuer l'épaisseur de mon trait tout simplement. Voilà. Donc la tangente va me donner quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Maintenant la tangente à l'infini, c'est l'axe des abscisses tout simplement. Donc l'intensité devient tangente à la courbe en l'axe des abscisses. Et donc ça coupe l'axe des abscisses au point. Donc nous avons ici 2, 4, 6, 8. Donc ça peut nous faire 4,3 ou 4 à peu près. Donc nous avons à peu près 4,3 mètres par seconde qui est notre taux. Voilà, taux égal à 4,3 millisecondes, pas mètres par seconde, autant pour moi. 4,3 millisecondes. Ça me donne taux à la 4,3 millisecondes à peu près. C'est environ. Maintenant, la méthode par calcul. Méthode pseudographique. Donc, à moitié graphique, hein, c'est ce que le pseudo là veut dire. Nous connaissons l'expression de I. Nous allons maintenant calculer le I de la constante de temps. La constante de temps, nous pouvons très bien la déterminer hein, parce que taux, nous l'avons déjà exprimé. Donc, on calcule I de t. Et une fois que nous avons I de t, ben, nous allons trouver l'abscisse associée à I de t à partir du graphique sur la courbe 2. Bien. Donc, on sait que I de t est égal à... Donc, je remets l'expression de I de t hein, tout simplement. E sur grand R plus petit r fois exponentielle de moins t sur taux. Et donc, I de taux, ça fait E sur grand R plus petit r exponentielle de moins taux sur taux. Voilà. Et moins taux sur taux, ça là, ça fait 1. Ce qui nous donne donc E sur grand R plus petit r fois exponentielle de moins 1. Qui est en réalité égal à... Quand je calcule exponentielle moins 1, eh bien je trouve 0,3678. Bon, je vais l'arrondir directement à 38 fois E sur grand R. Dans vos cours, vous avez sûrement vu que lorsque vous déterminez I, on utilise souvent I de taux qui est égal à 0,37 fois I max, donc la valeur maximale sur le graphique. Eh bien, c'est équivalent à ça. Par calcul, c'est ce que nous avons exactement. I de taux, c'est donc égal à 0,3678
0,368 fois I0 plus, oui, parce que ça c'est I0 plus. Donc c'est donc 368 fois 0,0235 ampères. Et donc I de taux est égal à, on va, ça nous fait exactement 8,648 milliampères. Voilà, ça c'est I de taux. C'est cette valeur-là que nous allons aller retrouver sur le graphique afin de déterminer la constante de temps associée. Donc, I est déjà en milliampères, et donc lorsqu'on prend 8,65, nous l'aurons à peu près, donc là nous avons 5 ici, et donc nous avons 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8 va se trouver à peu près là. Lorsque nous projetons ça sur la courbe, eh bien nous allons tomber à peu près sur la même valeur qui est 4,3. Donc nous retrouvons la même valeur de la constante de temps qui est 4,3. Voilà. En utilisant la courbe 2, on obtient taux qui est égal à 4,3 millisecondes. Environ toujours, parce que c'est des mesures graphiques. Notre lecture peut comporter des erreurs. Question suivante. Question 7C. En déduire la valeur de l'inductance grand L de la bobine. Pour cette question, nous connaissons déjà l'expression de taux en fonction de L grand R prime de petit r. Donc, je rappelle, c'est la question 7C. Valeur de l'inductance L. On sait que taux est égal à grand L sur R' plus petit r. Donc, grand L, ça fait taux fois R' plus petit r. Tout simplement. Et donc, grand L, ça fait taux qui est 4,3 fois 10 puissance moins 3. Grand R prime, je rappelle que c'est 100 ohms. Petit r, c'est 10 ohms. Donc, l'inductance en Henry va donc donner 4,3 fois 10 puissance moins 3 fois 100 plus 10 qui est égal à 0,473 Henry, tout simplement. 0,473 Henry, ou encore 40. Bon, je vais. Est-ce que c'est la peine de le convertir en millihenry? Bon, on peut dire 473 millihenry. Voilà. Mais voici le résultat de l'inductance. Bien. Question suivante, c'est la question 8A. Qu'est-ce que la question 8A nous dit? Eh bien, elle nous dit d'exprimer en fonction des caractéristiques du circuit l'énergie grand E bobine emmagasinée par la bobine à la date T égale à 0. Donc, T égale à 0. Déjà, énergie emmagasinée. Voilà. Énergie emmagasinée, donc c'est grand E bob. Eh bien, à T égale à 0, qu'est-ce qu'on a? On a I0 plus 1. Je vous rappelle toujours le I0 plus qu'on avait déjà calculé par le passé et qui rentre dans la formule de l'énergie. Un instant. Bob, dont la formule c'est 1 demi de grand L I au carré. Donc ça fait 1 demi de grand L I0 au carré. Ça fait donc 1 demi de grand L fois, bon, je vais mettre le résultat directement. Grand L c'est 0,473 fois I0 qui nous fait 0,0235 au carré. Le calcul donc de l'énergie emmagasinée par la bobine va nous donner, je fais le calcul, 0,5 fois 0,473 fois 0,0235
carré. Eh bien, ça me fait 0,13 fois 10 puissance moins 3 joules, qui fait donc 0,13 millijoules. Question 8b. Alors, question 8b. Quelle est la valeur de l'énergie emmagasinée dans la bobine lorsque le régime asymptotique est atteint? On déduit la valeur de l'énergie totale cédée par la bobine au circuit. Sous quelle forme cette énergie a-t-elle été convertie? Bien. Lorsqu'on regarde la courbe de qu'est-ce qu'on voit? On voit que lorsque t tend vers plus l'infini, eh bien, I de t tend vers 0. Donc, l'énergie finale, qui est encore l'énergie asymptotique, emmagasinée, un instant, emmagasinée par la bobine sera nulle. Parce que l'intensité finale est nulle, et puisque l'énergie dépend de I, donc 1 demi de grand L I au carré, eh bien, elle sera nulle aussi. Maintenant, l'énergie cédée par la bobine est équivalente à encore l'énergie emmagasinée. Donc, c'est l'énergie emmagasinée qui sera cédée, et donc sa valeur, c'est la même que précédemment. Tout simplement. Puisque l'énergie finale sera nulle, ça veut dire que cette énergie doit se dissiper quelque part. C'est-à-dire que l'énergie cédée, voilà, cette énergie, eh bien, elle sera dissipée par effet Joule, tout simplement, sous forme de chaleur, par effet Joule. Dans l'ensemble des éléments du circuit. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une autre question à faire? Non, c'était la dernière question. Voilà. Et donc, cette vidéo prend fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà, celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.